Ce sujet nous est présenté par Pierre, qui est un passionné de test et puis qui est lead depuis maintenant plus d'un an chez BAM. Donc il va maintenant nous faire plonger dans les entrailles de React Native Testing Library. Donc s'il vous plaît, applaudissez-le, puis après on va partir. Bonjour tout le monde. Alors, de base, j'avais prévu de faire le talk en anglais, mais il y a des personnes qui parlent pas français dans la salle. Bon, du coup, je pense qu'on va faire en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Bon, d'abord, merci aux organisateurs pour cette très belle journée et puis pour m'avoir accepté aujourd'hui. Et donc, moi, je vais parler de React Native Test Library. Bon, à partir de maintenant, je dirais RNTL, parce que ce sera plus commode. Donc, on m'a déjà présenté, mais je voulais juste rajouter un petit truc. Moi, j'ai commencé à contribuer à la librairie en open source l'année dernière. Et donc, depuis, j'ai pas mal bossé dessus. Et donc, je fais maintenant partie des mainteneurs de la librairie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça maintenant que je connais le code source et que j'ai compris comment la librairie marchait. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce talk parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait énormément aidé et qu'il y avait plein de trucs super utiles qui n'étaient pas forcément très connus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RNTL, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une librairie de test, comme son nom l'indique, qui permet de tester des composants React Native dans un environnement Node.js, donc typiquement avec un runner de test comme Jest. En fait, vous allez pouvoir faire un test unitaire de votre composant React Native. La devise de React Native Testing Library, c'est la même que celle de React Testing Library. Donc, c'est le plus vos tests qui ressemblent à la façon dont votre application elle est utilisée, plus ils vont vous donner de confiance. Donc, ça, c'est une citation de Ken Sidot. Ken Sidot, c'est celui qui a créé React Testing Library, donc, qui était la première de la famille de Testing Library que la version React Native a rejoint il y a quelques années de ça maintenant. Donc, ils adoptent la même philosophie. Et en fait, les API de RNTL sont essentiellement copiées de React Testing Library. Donc, en fait, on essaie dans la mesure du possible de garder les mêmes API aussi pour que les utilisateurs, en fait, qui sont habitués à l'une puissent switcher à l'autre et ne soient pas trop perdus et d'avoir une cohérence entre natif et web. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des tests qui ressemblent à la manière dont l'application est utilisée? Le plus simple, c'est de regarder un exemple de test. Donc ça, c'est un exemple de test écrit avec React Native Library. Et donc, si on regarde un peu ce qui se passe en détail, donc ici, on regarde qu'on a un bouton qui nous emmène vers la home page. Donc, on commence par rendre notre composant, OK. Ensuite, on va attendre que un texte go to home page soit visible sur l'écran. Ensuite, on va appuyer sur le texte go to home page et finalement, on va vérifier que le texte hello est visible à l'écran. Et donc, en fait, quand on regarde ce texte, ce qu'on se rend compte, c'est que nulle part, il y a de mention de détails d'implémentation. On ne va pas vérifier qu'une fonction a été appelée, on ne va pas vérifier que tel élément a tel props comme valeur, etc. Tout ça, c'est complètement abstrait. Et donc, c'est un peu ça ce que ça veut dire se mettre du point de vue de l'utilisateur. Tout ce qui est testé, toutes les assertions, elles portent sur des choses qui sont visibles par l'utilisateur. La manière dont on interagit avec les composants, c'est aussi en les prenant via des éléments que l'utilisateur pourrait voir, donc par exemple le test. Donc, typiquement, utiliser un test ID, ce serait violer en quelque sorte le principe de la librairie. Ça, c'est un peu le dernier recours et le truc déconseillé. Donc voilà un peu ce que ça veut dire le principe de React Native Testing Library. Et donc à quoi ça sert tout ça? Bon, du coup, les slides sont en anglais. Donc ça permet de tester uniquement des choses qui ont vraiment de la valeur pour l'utilisateur et donc pas des détails d'implémentation. Les tests sont plutôt facilement compréhensibles. En fait, même si on n'a jamais utilisé la librairie et qu'on parle anglais, on arrive à peu près à deviner ce qui se passe là-dedans, quoi. Et ça met vraiment un accent sur le fonctionnel. Comme on ne teste pas l'implémentation, si on refacto, nos tests ne vont pas casser. Donc ça, c'est également très important. Et on a une API qui est assez intuitive, quoi. Donc, en fait, moi, la première fois que j'écris des tests, j'avais pas la moindre idée de ce que faisait Waitform. Je m'en suis servi. Bon, ça faisait à peu près ce à quoi je m'attendais. Et c'était cool. Mais du coup, le problème, en fait, c'est que, essentiellement, cette librairie, ça fournit des abstractions qui vont encourager l'utilisateur à avoir des bons patterns de test. Mais comme toutes les abstractions, il y a un peu un revers de la médaille qui est qu'on cache un peu ce qui se passe en dessous. Et donc, les API, elles cachent elles-mêmes leurs détails d'implémentation. Donc, typiquement, wait for,
Si vous n'allez pas voir le code source ou que vous ne lisez pas la documentation, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. C'est un peu une boîte noire. Et en fait, quand ça marche bien, c'est très cool. Sauf que, on aimerait bien que les gens n'aient pas besoin d'aller voir le code source ou lire la documentation, mais aucune API n'est parfaite et l'expérience montre qu'en général, on les utilise mieux quand même quand on sait s'en servir. Et en fait, dans l'environnement de test, il y a plein de trucs qui sont très différents de la production. Et en particulier, en fait, quand on teste du React Native, parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, on est dans un environnement Node. Et tout le code natif, par exemple, va être moqué, donc ce qui va entraîner plein de différences. Et la librairie, en fait, elle n'est pas du tout parfaite. Et il y a des choses qui vont être simulées, des choses qui vont à peu près ressembler à ce qui se passe en vrai, mais pas tout à fait. Et donc, si on n'est pas au courant un peu de ces petites choses-là, ça peut être super difficile de débugger. Et en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller regarder le code de la librairie. Moi, je me souviens, les premières fois que j'avais une query qui ne marchait pas, j'étais complètement démuni. Je relançais le test, des trucs un peu random, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à aller regarder le code de la librairie, je me rendais compte que c'était quand même beaucoup plus facile à débugger. Donc, c'est un peu ça le but de ce talk, c'est déjà de vous faire voir. Donc, on va un peu regarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce test, en fait, et on va le décomposer et on va regarder pour chaque partie, OK, en fait, qu'est-ce qui va se passer vraiment à l'intérieur. Et donc, pour ça, on va aller un peu voir le code de la librairie. Donc, le but, c'est pas que vous compreniez l'intégralité du code de la librairie, mais il n'est pas trop compliqué. C'est créé en TypeScript depuis pas si longtemps que ça, mais il est assez bien maintenu. Pas trop ardu. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu un premier aperçu du code pour que derrière, vous n'ayez pas peur d'y retourner. Il faut aller voir le code des librairies quand on débug. Et aussi de vous donner une bonne compréhension des principales API de la librairie. Donc là, dans ce test, on a l'essentiel de ce que vous allez utiliser pour la plupart des tests que vous allez écrire. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le render. Donc là, je vais mettre... Hop. Donc là, il ne faut pas trop que je bouge. Donc si vous entendez moi, dites-moi que je me rapproche. OK. Donc le render. Donc ici, j'ai copié le test que je vous ai montré dans la présentation. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça fait le render. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément essentielles, notamment cette partie-là, c'est pas très important. Le premier truc qui va nous intéresser ici, c'est qu'on récupère un renderer avec une méthode qui s'appelle render-with-act. Donc là, je suis dans mon fork de RNTL. Donc cette méthode render-with-act, on va regarder ce que ça fait. Ça déclare un renderer et on l'initialise à l'intérieur d'une fonction qui s'appelle act. Et on appelle la méthode create de test renderer qu'on apporte de React test renderer. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Donc React test renderer, qu'est-ce que c'est? C'est un package qui a été développé par Meta, qui est dans le monorepo de React et qui permet de rendre vos composants React juste sous forme d'objets JavaScript. Donc pur objet JavaScript et du coup de dépendre vraiment d'aucune plateforme. Donc en fait, avec React Test Renderer, on peut tester du React Native ou du React avec n'importe quelle plateforme, quoi. De base, ça a été développé, je pense, pour React, en fait, mais on va voir un peu plus tard que la manière dont ça a été conçu, en effet, ça a été un peu pensé pour répondre à React. Et en fait, React Test Renderer, c'est vraiment ce qui va faire tout le truc. OK, je vais rendre mes composants, ça va gérer un peu toute la simulation. Et RNTL, c'est vraiment juste une brique qui est construite au-dessus, qui va fournir les abstractions, qui va faire, OK, j'ai pas besoin d'aller chercher des nodes et tout. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'abstraire tous les détails d'implémentation pour que dans vos tests, vous puissiez vous concentrer sur le fonctionnel et encore une fois, être placé du point de vue de l'utilisateur. Donc là, je vais juste vous montrer un peu plus en détail comment ça marche React Test Renderer. Donc ici, j'ai un test très simple où on fait renderer. Donc la méthode create, c'est à peu près la même chose que la méthode render. En fait, ça prend un composant. Donc ici, j'utilise une view avec un texte. Et donc ça me retourne à un truc de type track test renderer. Et notamment, dedans, j'ai la route. Donc ça, c'est l'élément à la racine de ce qui va être rendu. Donc c'est un objet de classe React Test Instance. Et notamment, qu'est-ce que ça contient? Ça contient une référence vers le Fiber. Donc la Fiber, pour ceux qui ne savent pas, c'est en React la représentation JavaScript des éléments. Donc c'est ce qui est utilisé par les algos de React en interne, donc la réconciliation, etc.
Donc en fait, il faut voir ça comme on a toute la partie JavaScript de l'application React et juste il nous manque la partie en plateforme spécifique qui va afficher les composants en quelque sorte. Et donc tout le reste, donc si j'appelle une fonction de cette via une prop par exemple de ce fiber qui va modifier un state, je vais avoir un update comme j'aurais dans React, les use effects vont se trigger. Donc vraiment tout va être ISO à l'environnement de production côté JavaScript. La seule différence du coup c'est qu'on n'a que des objets JavaScript. Et en plus de ces objets JavaScript, on a une méthode toJSON. Donc ça, c'est ce que vous utilisez pour faire des snapshots. Donc si vous avez déjà fait des snapshots avec Native TC Library, quand vous faites un toMatch snapshot, en fait, ce qui va être output, c'est le résultat de la méthode toJSON. Donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc j'ai dit que le React Test Renderer, ça ne dépendait pas de la plateforme. Donc en fait, ici, on voit que je peux render une div. Si je regarde le toJSON, je vais avoir juste une div. Donc là, je ne suis pas dans un environnement JS-DOM, donc package.json, c'est vraiment juste un environnement Node. Et en fait, la div, ça veut dire quelque chose quand on est dans un browser, mais ici, on n'est pas du tout dans un browser. Donc en fait, je peux rendre n'importe quel tag HTML et ça va en fait marcher aussi. Parce que une div, ça n'a pas plus de sens dans cet environnement que ce que j'ai mis ici, qui est... Donc là, vous voyez que j'ai General TypeScript, parce qu'évidemment, ce n'est pas JSX Intrinsic Elements. Et donc, je peux complètement faire ça aussi. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que la méthode toJSON, elle affiche que les composants plateforme spécifiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je reprends le même exemple un peu que j'ai au-dessus, sauf que cette fois-ci, j'ai un composant React, un function component, qui return une div, et je vais render ce component à la place. Et donc là, si je log ma route, en fait, je ne vais pas avoir la même chose parce que je vais avoir ma route, ça va être un composant React qui en child va avoir une div, tandis qu'en fait, dans mon toJSON, j'ai uniquement la div. Et donc en fait, toJSON, ça va montrer uniquement les composants plateforme spécifiques. Donc si on testait du React, par exemple, on verrait à peu près que ce qui ressemblera à du HTML. Dans vos snapshots de RN, vous allez voir view, text input, mais jamais les composants React que vous avez créés vous-même. Le but, c'est qu'on voit uniquement ce qui va être vraiment rendu par la plateforme en termes de composants. Et donc, du coup, encore une fois, on veut cacher les détails d'implémentation. Donc, si je rajoute un composant React en plus dans mon arbre, mais qu'au final, j'ai le même HTML, par exemple, je n'ai pas envie que mon snapshot pète. Et du coup, là, j'ai parlé de Platform Specific Components, mais du coup, la question, c'est, en fait, on est dans un environnement qui ne dépend pas de plateforme. Alors, comment est-ce qu'on sait que les composants sont des composants spécifiques de la plateforme? Pour ça, là, je vais prendre le même exemple que ce que j'avais avant, où en fait, on rend une div. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le JSX en React, en fait, c'est juste une syntaxe qui va être transformée derrière par React. Et en fait, ça, quand je render une div comme ça, c'est strictement équivalent à si je faisais React create element div. Et là, si je run ce test, ça va fonctionner de la même manière qu'avant. C'est pas bien. Et en fait, quand je fais React create, quand je render un component comme ça, c'est la même chose que si je faisais React create element de component. Et donc, en fait, la méthode React create element, elle prend en premier argument un type, et ça, c'est soit une fonction, soit un string. Et donc, les éléments de JSX qui commencent par une minuscule, en fait, ça va être traduit par React create element avec div en string. Et si je faisais ça, en fait, ce serait traduit par React create element, la fonction div qui serait importée de quelque part, qui serait un de mes composants. Et donc, en fait, ce que React Test Renderer, il va dire les composants plateforme spécifiques, c'est ceux qui ont un type string. Donc, en fait, on prend un peu le modèle du web, puisque de base, c'était dev pour React, quoi. Et donc, on dit tout ce qui a un type string, c'est plateforme spécifique. Donc, quand je rends ici mon tag HTML invalide, en fait, je crée un élément avec un type string, et donc, c'est considéré comme un élément plateforme spécifique. Ok.
Donc, pour résumer un peu sur React Test Renderer, donc ça permet de rendre des composants juste en objet pur JavaScript. C'est complètement plateforme agnostique. Ça tourne dans un environnement Node, ce sera très important pour la suite. On a une méthode toJSON qui nous permet d'afficher uniquement les composants en plateforme spécifique. Et ces composants-là, c'est ceux qui ont un type string. Bon, maintenant, la question, c'est comment ça marche en React Native? Parce que ma view, c'est pas quelque chose qui fait React Create Element de view en string. Et bien, en fait, si. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, quand on teste en React Native, donc quand on est dans un environnement Node, on n'a pas accès à tout le code natif. Par exemple, là, si je log les native modules de React Native et que je rerun mon test, ce que je vais voir qui va être output, c'est uniquement des mocks. Et là, on est dans un environnement purement JavaScript, donc il n'y a aucun moment où on va charger du code, enfin, il n'y a aucun moment où on va pouvoir faire appel à du code iOS ou Android. Toute la partie native est moquée systématiquement quand on fait des tests d'intégration en RN. Et en fait, on a un preset React Native. Je vais zoomer un petit peu. Donc ça, c'est le setup file. Je suis dans le repo GitHub ici de React Native. Ça, c'est le setup file. Donc en fait, dans votre config.js, quand vous mettez preset React Native, ça va exécuter ce fichier avant de run vos tests. Et donc, on a une fonction mock component et tous les composants de React Native vont être moqués. Et si on regarde qu'est-ce que ça fait mock component, en fait, ça va faire create element, name without prefix. Donc ça va prendre le nom du fichier en virant les RTT, machin. Et ça va assigner les props et les children. Donc en fait, si je fais une version simplifiée de la view qu'on utilise dans les tests en RN, en fait, c'est tout simplement une fonction qui prend des props et qui fait React create element view props. Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et donc, en fait, si ici, j'utilise ma view moquée dans mon test et donc que je render ceci, et ben en fait, je vais avoir le même snapshot que si j'utilisais la view importée directement de RN. Donc, comment ça marche en React Native? Tout le code natif, il est moqué. Il y a un preset React Native qui va permettre de moquer toutes les parties natives du code de React Native directement. Et donc, les composants natifs, qui sont moqués de sorte à ce qu'ils créent des éléments de type string. Donc, pour reprendre un peu la manière, en fait, on a un peu bidouillé pour faire marcher RN avec React Test Renderer. OK. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le render? Donc la chose après, c'est wrappé par Act. Donc Act, je vais en parler très succinctement. Il y aurait beaucoup à dire dessus, c'est assez compliqué. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça fait? Donc là, j'ai un petit test d'exemple. Ce qu'on fait dedans, c'est que on a un composant qui run un useEffect au mount. Il va appeler une fonction. Ici, je vais lancer mon test. Enfin, je vais render mon composant avec un create de React Test Renderer. Et je vais vérifier que ma fonction, elle a été appelée. Donc ça, ce test-là, il va fonctionner ici. Et en fait, si je retire l'appel à Act ici et que je relance le même test, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Parce que le useEffect ne va pas être appelé. Et donc, en fait, ce que ça fait, Act, c'est que tous les updates de composants qui vont être effectués par le callback, on passe à Act à l'intérieur. Si jamais il y a des modifications de state ou des choses comme ça, en fait, s'il y a des useEffects qui sont programmés à l'intérieur, Act ne va pas retourner avant que tous les useEffects aient été exécutés. Donc, si vous voulez, tous les useEffects qui sont programmés à l'intérieur via l'update qui est fait dans Act sont exécutés avant que Act return. Donc ça sert à simplifier les tests et à avoir un comportement qui ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait imaginer et ce qu'on a dans la vraie vie. Donc voilà un peu le but de Act. Donc maintenant, si on revient sur le render, donc on récupère notre renderer et ensuite on va build le résultat. On peut regarder qu'est-ce que ça fait. Donc on a deux utilitaires, update with Act. Ça en fait c'est pareil, ça utilise une fonction de React Test Renderer et on la fera par Act.
on renomme un peu certaines choses. Donc la route, on l'appelle instance. Unmount, c'est juste le truc de React Test Renderer wrappé par Act. Donc tout va être wrappé par Act directement par la librairie. C'est pour ça qu'en théorie, vous avez besoin à peu près jamais de vous en servir. Et donc ensuite, on va build des queries en se basant sur l'instance. Donc l'instance, c'est la route. Donc c'est ce que j'ai montré, c'est la classe React Test Instance avec la référence vers la fiber. On retrouve la méthode toJSON qui est la même que celle du renderer, qui est celle qu'on utilise pour faire des snapshots. Et on a à la fin un set render result du result. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va juste mettre à jour l'objet screen. Si je reviens sur le test que je vous ai montré tout à l'heure, ici, je n'utilise pas directement le retour du render. J'utilise directement l'objet screen, qui est juste que vous pouvez importer directement de la librairie. Et en fait, dès que vous allez faire un render, un fire event, un update, quoi que ce soit, ça va être mis à jour dans l'objet screen. Donc, c'est juste une nouvelle façon d'écrire sans avoir récupéré le retour du render depuis la V10. Donc voilà, le render, essentiellement, ça utilise la méthode create de React Test Renderer. Et en fait, tout ce que ça fait, à part ça, c'est retourner les queries donc, qui se basent sur la route, wrapper tous les etc. par Act, faire un peu de renommage et storer un peu le résultat du render dans l'objet script. Donc maintenant, on va un peu regarder ce qui se passe au niveau des queries. Donc les queries, comment ça marche? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est pas que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez un exemple un peu d'une query custom qu'on pourrait écrire directement en React Test Renderer. Donc en fait, sur l'élément route, l'élément route, je vous ai dit, c'est un élément de classe React Test Instance. Et tous ces éléments-là, ils ont une méthode find et une méthode findAll. Et donc en fait, on peut l'utiliser pour faire des recherches sur l'arbre des composants qui est rendu. Donc là, ce serait une implémentation un peu basique d'une queries by text, quoi. Donc on va chercher un élément dans la route dont les children, il y en a un qui s'appelle hello. Donc vraiment, c'est ça que ça va faire, les queries. En fait, ça va juste faire un findAll sur la route. Donc chaque query avec un différent prédicat, en fait. Donc par exemple, pour texte, on va aller regarder dans les children si on trouve le bon texte. Et ensuite, en fonction si c'est un get by, query by, find by, on va regarder le nombre de résultats qu'on récupère et throw une erreur ou pas selon la circonstance. Et donc, si on regarde par exemple la query test ID, comment c'est fait? Donc, on a un petit utilitaire make queries. Donc, on zoome un peu. Donc, ça, c'est une fonction un peu générique qui nous permet de générer toutes les queries. En fait, on passe juste une fonction get missing error, get multiple error. Voilà, vous voyez, c'est le truc. Et une fonction query all by test ID. Et donc ça, ce que ça va faire, ça va faire un find all sur l'instance. Et donc là, on a un truc assez intéressant. On va filtrer sur le type string. Donc en fait, on va filtrer pour retourner uniquement des composants plateforme spécifiques. Et ensuite, on a un get node by test ID. Donc en fait, ça va dire OK, je retourne true si la prop test ID de mon node, elle match le test ID que je recherche. Donc ici, cette query, elle nous retourne un élément de type string qui a une prop test ID qui est égale au test ID qu'on recherche. Et donc en fait, pourquoi est-ce qu'on filtre par host component? Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe en fait si je supprime ce filtre? Donc là, dans mon test, j'ai un composant qui prend prop à test ID et qui return une view avec un test ID sur le render et je fais une requête sur le test ID. Du coup, là, j'ai viré le check sur le type string et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs éléments avec test ID. Et en fait, c'est normal parce que du coup, là, ça va chercher dans tout mon arbre de composants et en fait, j'ai des composants React, notamment celui-là, qui a une propre test ID. Donc en fait, ce serait aussi un résultat de ma query. Donc c'est pour ça que toutes les queries vont filtrer pour retourner que des composants plateforme spécifiques. D'une part parce que sinon on a plusieurs résultats et que c'est un peu possé. D'autre part parce que, un peu pour les mêmes raisons que la méthode toJSON affiche que les composants plateforme spécifiques, c'est parce que c'est ceux-là qui sont vraiment importants, quoi. Tout le reste, c'est des détails d'implémentation.
Euh, Hop. Et là, qu'est-ce que j'avais? Et donc, du coup, un truc qui est un peu un dérivé qui est assez intéressant. Donc, ça, je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais en fait, quand on render un pressable, si on fait un to.json, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais de pressable dans les to.json. À la place, on a une view avec tout un tas de props. Donc, ça, c'est parce que en React Native, le pressable, en fait, il fait appel à la view, au composant view de React Native, et juste il rajoute tout un tas de props pour gérer le touch et le press. Euh, et donc, du coup, notamment, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, j'ai une prop disabled. Et en fait, la view qui est render ici, elle n'a pas de prop disable. Donc, par exemple, si je voulais faire un expect in.getByRole the button, et que là, je voulais vérifier que sa props disable trop. Ah, du coup, ce test, il va fail parce que la query, elle va retourner le host component, donc en fait la view. Et la view, elle n'a pas de prop disable parce que, en fait, ce qu'on passe au natif, c'est un accessibility state avec disable. Donc, du coup, la morale un peu de cette histoire, c'est que les props des éléments que vous récupérez avec les queries, elles ne correspondent pas forcément à celles que vous avez, vous, côté JS, dans votre interface publique de React Native. Donc, du coup, c'est déconseillé d'accéder directement aux props. Donc, par exemple, ici, la bonne façon de faire, ce serait d'utiliser. Donc, il y a une librairie qui s'appelle Testing Library Just Native qui propose des matchers en fait additionnels. Donc, notamment, on a un matcher to be disabled. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller checker l'accessibility state, mais sans que vous ayez, vous, à savoir ce qui se passe vraiment en dessous, quoi. Ok. Donc, pour résumer, les queries, ça utilise la méthode findAll de la route, donc chacune avec un prédicat. Ça retourne que des composants, donc des hosts et les composants. Parfois, je parlerai de hosts, c'est la même chose que des plateformes spécifiques components. Et donc là, je ne vais pas passer sur les autres requêtes, mais donc je vous encourage pour savoir vraiment ce que ça fait à soit aller voir le code source, soit à lire la documentation. Donc on voit assez bien en lisant le code source. Donc par exemple, si je regarde display value ici, je veux voir ce que ça fait exactement. Bon, bah là, je vais voir tout de suite que, OK, quand je fais une query by display value, ça me renvoie des nœuds qui sont des text input et dont la prop value vaut ce que je recherche. Mais sinon, la doc est très bien. Maintenant, on va regarder le wait for. Le wait for. Ça, on va aller voir directement le code. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans. OK, donc le wait for, il prend en paramètre une expectation. Donc, ça, c'est la fonction que vous allez lui passer. Et ensuite, il y a différents paramètres, notamment le timeout et l'intervalle. Donc, ça va arrêter en une promesse. Donc, il y a une gestion un peu spécifique qui est faite dans le cadre des fake timers, mais qu'on va ignorer ici. On pourra voir ça à la fin si vous avez des questions. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un set timeout, handle timeout avec le timeout qui est passé en paramètre. Handle timeout, ce que ça fait, bon, c'est un peu complexe, mais dans l'idée, ça va reject avec la dernière erreur enregistrée. Et cet intervalle, check real timers callback. Ça, c'est un peu un nom terrible. Bon, ça va vérifier que les timers n'ont pas changé de real à fake pendant qu'on était dans le wait for. Mais ce que ça va vraiment faire, c'est ça va faire le check expectation. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? On appelle en fait expectation dans un try. Si ça ne frôle pas, on va résolve en fait avec le résultat de expectation. Et si ça frôle, on va appeler last error.
Bon, le code est un peu complexe parce qu'il y a pas mal de edge case, parce que le callback peut aussi être une promise, il faut gérer derrière, ça flush les microtasks, etc. Et donc, là, j'ai une petite version qui est une version un peu simplifiée du wait for. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une promise qui a un set timeout. Au bout du timeout, on reject avec la last error. Et ensuite, on a une function check expectation qui fait expectation. Si je ne prends pas, je résolve. Sinon, je save l'erreur ici. Et j'appelle ça, en fait, à intervalle régulier, selon l'intervalle. Mais là, j'ai un petit test avec un wait for. On a un composant qui va appeler ma fonction au bout d'un certain temps. Donc là, je vais modifier un peu mon timer. Là, par exemple, je peux dire qu'on va appeler la fonction au bout de 500 millisecondes. Je fais un wait for et j'attends que ma fonction soit appelée. Et à l'intérieur du callback, j'ai mis un log. Là, je vais remettre. Donc, les default values du timeout, c'est 1000 millisecondes et la default value de l'intervalle, c'est 50 millisecondes. Donc, si je run ceci, ce qui va se passer, on va voir ici, toutes les 50 millisecondes, on va check expectation et en fait, au bout de 500 millisecondes, ça va arrêter de throw parce que ma fonction aura été call et à ce moment-là, ça va sortir. Donc, si j'augmente ici le temps à partir duquel je vais appeler ma fonction, mon test, il va fail. Et si j'augmente le timeout, ici, ça va passer à nouveau. Et si je diminue ici mon intervalle pour mettre 500 par exemple, bah, je vais appeler beaucoup moins fréquemment ma fonction. Donc, je vais avoir ici que 2 logs. Ouais, là, j'ai un fail parce que j'ai pas en fait la librairie Just As Please. Donc, du coup, ce qui est important de savoir, c'est que le callback ici, il va être appelé à répétition quand vous allez faire un wait for. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas avoir de side effect. Donc, la chose à ne pas faire, c'est de faire un fire event à l'intérieur du callback du wait for, parce que votre bouton, il va être cliqué 50 fois potentiellement. Donc, ça, c'est très mauvais. Une autre chose, c'est que le wait for, il faut impérativement qu'il soit wait. En fait, si je wait pas, on va pas arriver dans le timeout et donc en fait mon test il va passer. Bon, après j'ai un tas d'erreurs parce que j'ai plein de trucs qui se passent à la fin de mon test, mais un wait for wait, ça va juste rien faire quoi. Et pour ça il y a des règles SLIN qui existent pour vérifier que tous les utilisateurs asynchrones sont bien attendus, checker qu'il n'y ait pas de side effect dans le wait for, etc. Ça s'appelle ESLint Plugin Testing Library et c'est compatible avec la version React Native. Ça, je vous encourage à le tester. Donc le wait for, pour résumer, ça appelle la fonction qu'on lui passe. Si elle throw, ça save l'erreur. Si elle throw pas, ça résolve. Ça attend intervalle, ça recommence jusqu'à ce que ça assigne le timeout. Et là, on va reject avec la dernière erreur. OK. Et enfin, du coup, le fireEvent.press. Donc ça, c'est un peu l'API la plus vicieuse et la plus traître, on va dire, de RNTL. Donc, on va regarder ce que ça fait. Donc, ça prend en paramètre un élément qui est une request.instance. Donc, ça, c'est ce qui est retourné par les requêtes. Un event name et ensuite de la data. Donc là, on appelle une méthode find_event_handler. Donc, ça, ce que ça fait, donc pareil, ça prend l'élément, l'event name. Ça, on peut un peu l'ignorer. Ça va récupérer l'event handler. Donc, ça, comment on fait? On va construire l'event handler name à partir de l'event name. Donc ça, c'est un truc assez bête qui fait on majuscule de la première lettre et ensuite le reste du mot. Donc en fait, si je fais fire event element press, le résultat de cette fonction-là, c'est onPress. Ensuite, je vais regarder si l'élément que je suis en train de checker, dans ses props, il y a une prop qui s'appelle event handler name et qui est une fonction. Ou alors une prop de event name et qui est une fonction. Donc, par exemple, si je fais un fire event press, si jamais mon élément a une prop press ou une prop onPress qui est une fonction, je vais la retourner ici. Ensuite, on va regarder. Donc, si on a le handler et qu'on a un event qui est enabled, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on regarde si les events sont enabled, etc.
il y a 2-3 règles qui sont mises en place. Donc, par exemple, genre sur un touchable disable, on ne va pas trigger les éléments. Mais en fait, tout ça, c'est simulé. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont purement simulés par la librairie. On va regarder les pointer events, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas 100% fiable. Donc, si on a le handler et que c'est enable, on va return. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si dans le parent, on ne peut pas trouver un handler. Donc ça, c'est un peu pour simuler le principe d'event bubbling. Donc en fait, quand on fait un touch sur un élément en RN, ça va remonter jusqu'à ce qu'il y ait un élément qui capture l'événement de touch. Donc là, c'est un peu le même principe. En fait, si notre élément sur lequel on clique, il n'a pas de onPress ou quoi, ben, on va aller voir chez le parent s'il en a. Donc si on prend ici un exemple où on a un simple pressable, on a un onPress dessus et on fait un fire event press. Donc là, j'ai juste mis un console log dans le onPress. Si je le run, ça va très bien marcher. Et donc le fire event.press, en fait, c'est juste une syntaxe raccourcie, mais c'est strictement équivalent à fire event element,press. C'est exactement la même chose. On peut s'en assurer tout de suite. Et donc, je vous disais que on regarde, donc ça, si je fais press, en fait, le event handler name, ça va être onPress, mais on regarde aussi si l'event name directement est affiché. Et donc, en fait, je peux aussi faire avec onPress et ça va fonctionner exactement de la même manière. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important que ça remonte, notamment dans les parents? Si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, le pressable ici, bah, ça va rendre une view. Et cette view, pour regarder le JSON, cette view, elle n'a pas de prop onPress. En fait, au natif, on le sait, sur la plateforme, on ne lui passe pas de prop onPress. En fait, c'est une prop onClick. Et pourtant, notre truc, il marche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de trigger sur notre view native. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans le find event handler, je vais loguer le type de l'élément. Et donc, si on regarde ce qui se passe, on va voir qu'en fait, on passe dans la view, mais elle n'a pas de prop onPress, donc en fait, on va aller voir le parent. Donc là, on arrive sur une forward ref de la view. Pareil, elle n'a pas de onPress. Et ensuite, on arrive sur le pressable qui, lui, a le onPress, et à ce moment-là, on va le call. Et donc, en fait, l'API Fire Event, elle permet d'appeler n'importe quel prop que vous avez dans vos composants React. Et en fait, là, ça marche parce qu'il y a ce système de remontée qui fait que vous allez passer tôt ou tard, en fait, dans les composants qui ne sont pas des composants plateforme spécifiques, mais aussi dans les composants React que vous avez écrits. Donc, c'est un peu... C'est pas idéal, c'est vraiment une simulation, mais en fait, ça permet à l'utilisateur de dire « Ok, j'ai une prop qui s'appelle machin, et je vais pouvoir l'appeler. » Et du coup, vous n'avez pas besoin de savoir « Ah, ben en fait, la prop de la view, c'est un onClick et c'est pas un onPress. Donc en fait, il faut que je fasse un click. » Et donc d'ailleurs, si je faisais la même chose, mais qu'en fait, ici, je mettais click, bah, ça marcherait, et en fait, j'appellerais directement le onClick sur la view. Et donc voilà, c'est vraiment une simulation qui n'est pas du tout parfaite, donc il faut être au courant un peu de ses limitations. Et en fait, je peux appeler ça avec n'importe quoi, donc c'est vraiment pas du tout des events. Bon, je pense que le nommage de l'API prête un peu à confusion. En fait, on se dit, ah oui, ça simule des événements, mais pas du tout. Ça va juste appeler une prop de votre composant. Et donc, typiquement, si je fais un press, il ne va jamais y avoir de onTouchStart, de onTouchEnd, de onPressIn, de onPressOut qui vont être call. Tout ça, c'est en dehors. Et donc ici, en fait, si j'ai un élément avec une prop onStuff et que j'appelle Fire Event avec Stuff, bah, ça va très bien marcher. Et donc si vous avez, je ne sais pas, une scroll view avec un onMomentum scroll end, bah, vous faites Fire Event momentum scroll end. En troisième argument, ça va être l'événement qui sera passé à la prop, et vous pouvez appeler n'importe quelle prop de cette manière. Donc voilà, c'est très imparfait. Donc là, on est en train de bosser sur une version React Native pour le user event, qui existe déjà côté React. Et là, pour le coup, serait plus une vraie simulation des événements
Donc là, on est en train de bosser sur le press et le type, mais ça n'existe pas encore. Et pour le moment, on a cette API qui n'est pas parfaite, mais au moins fait le taf. Et pour résumer, Fire Event, ce que ça fait, ça récupère un handler name, donc ça rajoute odd, ça met une majuscule. Ça vérifie si votre prop, elle existe et c'est une fonction. Si c'est le cas, on l'appelle. Modulo, un petit check de OK, est-ce que c'est enable ou pas. Et sinon, on va voir sur le parent. Donc voilà, et la dernière table de la test ici, c'est une autre query, donc ça, on l'a déjà vu. Donc voilà, donc là on a vu l'essentiel du test. Donc on a vu les principales API, render, wait for, les queries. Donc j'ai pas trop fait les déclinations des queries, donc ça je vous encourage à lire le code ou alors à aller voir la documentation. Pour les autres raccourcis de Fire Event, c'est la même chose que pour le press. Hein. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que je vous ai donné envie d'aller un peu plus creuser le code et j'espère que ça vous servira. Donc merci beaucoup. Des questions peut-être? Yes, merci pour le talk. Si j'ai bien suivi, alors je sais plus exactement c'est dans quel cas de test, mais tu disais que c'était plutôt une mauvaise pratique d'utiliser, d'accéder directement aux props d'une vue, et qu'il fallait plutôt utiliser une lib pour avoir des matchers en plus. Du coup, si c'est des props qui sont pas dans ces matchers-là, tu fais comment? Ça va m'arriver assez rarement, honnêtement. Si ça m'arrive, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que le test que je suis en train d'écrire, il a vraiment de l'intérêt ou est-ce que je suis vraiment en train de tester un détail d'implémentation? Et en général, si on commence à checker des props un peu obscurs et tout, c'est probablement que on est en train de bosser sur des choses qui sont moquées ou quoi. Et là, je vais me dire, bon, peut-être que limite, je ferais mieux de pas écrire ce test ou genre, est-ce que mon assertion, elle m'aide beaucoup? Si c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans ma code base ou quoi, parce que j'ai un peu une spécificité, je pourrais envisager d'écrire un custom matcher dans ma code base et tu peux extend l'expected jest. Mais en général, à part la prop disable ou genre checker l'ouverture des modales. Mais bon, maintenant, les modales, ça affiche plus les children quand elles sont fermées, donc on n'a même plus ce use case. Ok, merci. Merci pour deep dive déjà. Moi, je me souviens que j'ai eu un souci assez récemment. C'était sur l'input et je crois que c'était un placeholder où en fait, j'arrivais pas à faire un get by text ou voilà. Est-ce que par hasard, tu aurais un exemple à donner sur un input avec un placeholder ou quelque chose à savoir sur les inputs? Ouais. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir sur les queries texte, c'est qu'elles vont retourner uniquement des éléments texte de React Native. Donc, ça ne retournera jamais un text input. Du coup, pour les text input, on a des queries spécifiques. Donc, il y en a deux, en fait. Il y a get by display value. Donc là, je vais render un text input. Placeholder, placeholder, et value, flow. Et donc là, ce que je peux faire, c'est je peux faire soit get by placeholder text. Donc get by placeholder text, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner un text input dont la propre placeholder vaut ce que je lui mets en truc. Donc là, si je run ça, ça devrait marcher. Et il y a get by display value qui sert à retourner du coup des text inputs dont la prop value vaut ce que je vais rechercher. Donc ça, c'est les deux queries en général qu'il faut utiliser quand on travaille avec des text inputs. Et donc vraiment, la query texte, si c'est pas du texte qui est à l'intérieur d'un élément texte, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, c'est un peu contre-intuitif parce que tous les textes qui sont affichés à votre écran ne vont pas marcher avec la query texte.
Euh, et alors, il y a des cas particuliers, par exemple, vous allez avoir un placeholder dans votre text input, mais qui n'est pas utilisé avec la propre placeholder, parce que, par exemple, vous voulez une animation, etc. Ben là, vous allez le récupérer avec une query by text. En vrai, je ne sais pas si c'était la meilleure décision de faire en sorte que la query by text ne... On pourrait l'extend. Je me suis posé la question si ce serait pas une bonne idée de l'extend pour que ça puisse retourner aussi les display values et les placeholders, parce qu'en fait, on est tous passés par là. Enfin, moi aussi, j'étais pourquoi il trouve pas mon texte. Mais actuellement, en tout cas, c'est fait comme ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à ouvrir des issues sur la librairie, ou même si vous avez des bugs, ça nous aide beaucoup. Ou si vous avez des idées de nouvelles features, vous pouvez contribuer. J'ai une autre question, si personne d'autre n'a de question. Nous, on a des tests qui, quand ils deviennent trop gros, en fait, se mettent à fail, puisque on rentre autre chose, en fait. Et on refuse d'augmenter le timeout, quoi. Est-ce que tu conseilles plutôt de refuser d'augmenter le timeout ou de tester plus petit? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de dire, bon, bah, en fait, mes composants, ils sont gros, donc c'est OK, je mets 20 secondes pour chaque test de timeout. Je pense que ce qui est important au final, c'est le temps total de vos tests. Si vous faites un test où vous rendez vraiment quelque chose de très très gros, il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps et t'as pas vraiment le choix, quoi. Tu peux éventuellement jouer sur le paramètre de... Bon, la première chose que je recommande en général, c'est d'utiliser les fake timers. Ça a tendance à accélérer les tests, notamment s'il y a vraiment du temps qui est à l'intérieur. Et une autre solution, parfois, ça peut être éventuellement de jouer sur le paramètre intervalle s'il y a du temps qui est inclus dedans pour faire des checks moins souvent, parce que ça peut être les queries. En fait, ça peut être le wait for qui réessaye beaucoup plus de fois que nécessaire, qui va prendre plus de temps. Mais ouais, si on teste sur des très très gros composants, en fait, les queries prennent du temps. Il n'y a pas 36 000 optimisations possibles, à part éventuellement moquer des sous-parties qui ne sont pas vraiment pertinentes pour le test. Mais bon, si on peut éviter les mocks, on est toujours content, quoi. Ouais, vu que tu fais de l'open source, je me demandais combien de temps ça te prend à peu près dans un mois et comment la collaboration se fait avec Meta. Est-ce qu'ils contribuent aussi activement? Est-ce que vous êtes full communautaire? Comment ça se passe un peu là? Alors nous, on travaille pas du tout avec Meta. Enfin, Meta, ils ont fait React Test Renderer du coup, mais vraiment, le projet n'a pas bougé depuis assez longtemps, quoi. Donc il y a peut-être eu 2-3 évolutions pour un peu le support React 18, mais dans l'ensemble, ça bouge pas trop. Donc on a assez peu de discussions avec eux. En revanche, du coup, le RNTL, ça a été créé par des mecs de Callstack. Donc en fait, on discute avec des mecs de Callstack. Donc là, dans la team de maintainer, il y a un mec de Callstack, on est deux de BAM, et il y a un autre français qui bosse, je sais plus où. Donc essentiellement, on discute sur GitHub des issues, des discussions. Et ça te prend combien de temps du coup dans le mois pour bosser dessus? C'est un peu variable. Il y a des périodes où on va un peu plus être en mode OK, on va préparer la prochaine version majeure, où on va y consacrer un peu plus de temps. Il y a des périodes où on va en faire un peu moins. Et en fait, tu t'adaptes aussi un peu au rythme des autres maintainers, quoi. Donc ça dépend un peu de quand les gens ont du temps. Je dirais. Au début, j'y passe un peu plus de temps. Là, je dirais que j'y passe peut-être 2 heures, 3 heures par semaine, quelque chose comme ça. J'ai fait quelques trucs sur mon temps libre, ouais, mais maintenant, je fais essentiellement sur mon temps de taf que j'essaye. Et bon, après, tu as les issues et tout, mais en fait, ce qui est bien avec les libres de test, c'est que tu vas pas avoir des issues en mode ma prod, elle est en feu, sauvez-moi avant lundi prochain, quoi. Donc, les mecs ont des issues, c'est sur leur test. Bon, c'est pas genre l'urgence numéro 1. Et un autre avantage, c'est que
c'est beaucoup moins galère à maintenir que d'autres trucs parce qu'on n'a pas beaucoup de dépendance et tout. Genre, on va pas faire une migration vers la nouvelle architecture ou des trucs comme ça. Donc, en fait, on se contente essentiellement d'améliorer les API existantes et de faire des nouvelles features. C'est assez cool. Tu as d'autres questions ou pas? Ok, bah on peut s'arrêter là du coup. Merci encore.